En 3 minutes, je vous présente Jean-Paul, que tout le monde connaisse, donc c'est pas très drôle, mais Jean-Paul Bailly, ingénieur donc de formation, a fait une longue carrière à la RATP, donc il s'est retrouvé DRH dans les années 80, fin années 80. 90, hein, avant d'être le président de cette société, et puis ensuite de partir au groupe La Poste. Ça fait 2 expériences assez marquantes, service public, grandes entreprises à moderniser, comme on dit pudiquement. Il faut souligner aussi que Jean-Paul, on pourrait le qualifier d'homme de dialogue, a toujours été dans une logique oui, de dialogue, et est président de deux sociétés ou associations, hein, suivant les cas, IMS Entreprendre pour la Cité, et Entreprise et Personnel, qui dans les 2 cas sont sur ces valeurs de intéressons-nous aux hommes, plutôt qu'à et développons, réconcilions. C'est le titre d'un de ses livres, L'entreprise et la société. Alors, dans le bouquin que Jean-Paul vient d'écrire, Réformé par le dialogue et la confiance, il y a un élément peut-être intéressant à souligner par rapport au livre habituel qu'on peut lire sur des témoignages de management, on va dire, de façon générale, ou de stratégie. C'est l'importance qu'il accorde au temps. Donc, je veux le lancer sur le temps, parce qu'il adore le temps. Très bien. Bien, bonjour d'abord. Merci Anne de ces quelques mots d'introduction. Ce que je vais faire auprès de vous, c'est un témoignage, hein, d'abord. C'est un témoignage de la conduite de 2 grandes entreprises, hein, comme l'a dit Anne, la RATP où j'étais le président pendant 9 ans, mais j'y ai fait toute ma carrière, et la Poste dont j'étais le président pendant 11 ans. Donc ça fait quand même 20 ans à la tête de 2 grandes entreprises publiques françaises, et au fond, j'ai consacré ma vie à ça. J'ai consacré ma vie professionnelle à ça, à pas les moderniser, parce que j'aime pas trop ce mot-là, je dirais à les rendre contemporaines. Contemporaine est un mot admirable, parce qu'il est permanent, moderne, la peinture moderne c'est celle d'il y a 50 ans, la peinture contemporaine c'est toujours celle de notre temps. Et contemporaine ça veut dire faire toujours l'effort pour être en phase avec son temps, avec ses clients, avec ses salariés, avec son environnement, avec l'évolution des technologies, etc. Et ces deux entreprises sont à la fois beaucoup de similitudes, mais aussi de très très grosses différences. Bon, les similitudes, on les voit, c'est la taille, c'est très syndiqué, c'est conflictuel, les relations avec l'État étaient difficiles, ce sont des traditions administratives centralisées, culture descendante, beaucoup d'anonymat, etc. De qualité de service qui était plutôt médiocre. Elles ont des grosses différences aussi qu'il faut avoir en tête quand on veut comprendre un petit peu. La RATP est sur un marché porteur, hein, les transports en commun se développent dans le monde entier. Il y a en réalité assez peu de concurrence. C'est quand même, malgré toutes les formes de concurrence qui se développent, un monopole naturel extrêmement solide, si j'ose dire. C'est une entreprise très technicienne, hein, ce sont les ingénieurs qui dirigent, et c'est une entreprise où les enjeux, comme dans toutes les entreprises de transport, la SNCF, Air France, etc., où les enjeux de sécurité sont extrêmement majeurs et l'emportent et sont le fondement de la culture de ces entreprises. À l'inverse, la Poste, elle est sur un marché, en tout cas son activité principale est sur un marché fortement décroissant, hein, puisque les activités courriers, qui représentent la moitié du chiffre d'affaires et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, décroissent de 5 à 7% par an. Hein, donc vous voyez, si vous raisonnez à tarif constant, vous avez tous les ans entre 500 millions et 700 millions de moindre chiffre d'affaires à récupérer d'une manière ou d'une autre. Donc déjà l'équation économique n'est pas évidente. Et elle n'est pas technicienne, elle est beaucoup plus tournée vers le commercial et le gestionnaire et le service. Et enfin, elle est, contrairement à ce qu'on pense, en totale concurrence. Hein, toutes les activités de la Poste sont en totale concurrence. Le courrier, pas avec la concurrence habituelle, mais avec Internet, c'est presque pire. C'est pire. Et puis toutes les autres activités, qu'il s'agisse de la banque, de l'express, de téléphonie mobile, etc., c'est évidemment des domaines extraordinairement compétitifs. Voilà. Donc, l'idée de ce témoignage, et de ce livre, pour ceux qui l'ont lu ou qui viennent de l'acheter ou que vous pouvez acheter, c'est que comment on peut conduire la transformation de ces entreprises
je dirais, dans un climat social qui est resté extrêmement raisonnable, puisqu'en réalité, toutes ces transformations se sont faites pratiquement sans conflit, en particulier à la Poste. Et la question, c'est si on regarde à la RATP, comment a-t-on fait disparaître la conflictualité de la RATP? Si vous vous souvenez de la RATP d'il y a 20 ans ou 25 ans, moi quand je suis arrivé à la RATP, il y avait un préavis de grève par jour. Voilà, ça vous donne... Aujourd'hui, vous voyez que la RATP est plutôt moins en grève que la SNCF, c'est sûr, qu'Air France aussi, mais même que les transports urbains de banlieue, de province. Hein, ils sont souvent significativement plus en grève que la RATP. Comment, par exemple, aussi a-t-on réussi à mettre en service une ligne automatique sans conducteur au cœur de Paris, dans une entreprise extrêmement syndicalisée, où les syndicats de conducteurs valent bien les syndicats de pilotes. Hein. J'ai vu, il y a quelqu'un d'Air France là, tout à l'heure que j'ai croisé. Et on l'a mis en service sans aucune grève. Hein. Alors que tout le monde aurait pensé que quand même mettre en service une ligne sans conducteur dans le cœur de Paris, ça vaut bien quelques grèves. Quoi, hein. Voilà, bon. Pareil à la Poste, hein, comment a-t-on reconstruit tout l'appareil logistique du courrier qui datait des années 70, qui a un énorme budget, hein. On avait 3,5 milliards d'investissements sur 7 ou 8 ans pour en faire l'outil logistique le plus moderne d'Europe. Et c'était un énorme dossier, hein, parce que c'était l'avenir, et en particulier la fermeture de certains des 130 centres de tri de France. Les centres de tri, c'est un établissement avec 100, 150, 200, 250 personnes dans des villes qui sont en général des chefs-lieux, puisqu'il y en a un par département, et pas facile, hein, quand vous faites une opération comme ça. Alors dans des grandes villes, ça va tel que tel, mais quand on commence à arriver dans des petites villes, quand vous faites ça à Foix ou quand vous faites ça à Briançon, voilà, c'est pas si simple. Hein. Comment a-t-on créé la Banque Postale, hein, contre l'avis des dominants des banquiers? Comment a-t-on fait de l'Express et du transport de e-commerce le leader européen, hein, par la route? Comment a-t-on transformé les bureaux de poste, hein, métamorphoser le service dans les bureaux de poste, alors que ça faisait quand même depuis toujours un espèce de serpent de mer où c'était l'horreur quand on fallait aller à la poste tellement il fallait faire la queue, sans parler des recommandés le samedi matin. Voilà. Comment a-t-on transformé la relation de confiance avec tous les élus? Quand je suis arrivé à la Poste, c'était la guerre entre la Poste et les élus locaux. Quand je suis reparti, on peut dire qu'on avait une relation non seulement pacifiée, mais extraordinairement amicale et confiante. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de faire. Et au fond, ce que je vais essayer de vous dire, c'est 2-3 grandes lignes, je ne vais pas aller trop dans le détail, 2-3 grandes lignes sur qu'est-ce que je retire moi comme leçon de cette manière de conduire effectivement le changement dans ces entreprises. Avec un point de départ qui est quand même un message optimiste. Hein. Mon sentiment très profond, c'est que c'est possible d'organiser les réformes. Et d'ailleurs, Anne voulait le dire à un moment, d'ailleurs aussi bien les grosses que les petites. Hein. Et j'y reviendrai peut-être dans une question, mais mon expérience, c'est que pour peu que les réformes soient bien expliquées, bien pensées, bien avec une bonne pédagogie, qu'on en comprenne le sens, que les gens comprennent ce qu'ils vont devenir dans ces réformes et pourquoi on les fait, les grandes réformes qui font du sens sont souvent plus faciles, aussi faciles à mener que d'une série de petites réformes. Hein, parce que l'avantage de la grande réforme, c'est qu'elle ébranle l'ensemble du système. Elle met tout le monde en mouvement. Et donc tout le monde se retrouve dans une dynamique. Alors que si on commence à saucissonner, par petites opérations, on est sur des réformes qui sont dans un repère fixe. Et donc les gens se disent, pourquoi c'est moi qui bouge? Pourquoi c'est moi qui dois m'adapter? Je reviendrai là-dessus parce que je pense que c'est un sujet important. Donc, donc le message est plutôt optimiste, mais il faut un certain nombre de conditions pour y arriver quand même, me semble-t-il. La première, je reviens à la question de Anne, c'est qu'il faut du temps. Non seulement il faut du temps, mais il faut bien gérer le temps. Ce n'est pas qu'il faut seulement du temps et qu'il faut seulement de la durée. Hein, et moi je mesure qu'ayant été respectivement 9 ans et 11 ans en responsabilité, c'est une condition essentielle pour pouvoir faire un certain nombre de transformations, parce que tout ça c'est quand même des gros bateaux et ça se bouge pas d'un coup de baguette magique. Donc il faut du temps, alors c'est bien sûr la durée, c'est aussi dans cette durée la continuité de la stratégie, la continuité des équipes. Il faut aussi bien réfléchir au temps.
et notamment à quand est-ce qu'il faut aller vite et quand est-ce qu'il faut aller lentement. Et je dis ça, je démarre pas ça parce que les gens ne parlent jamais du temps. Même si vous prenez des bouquins de management qui souvent vous tombent des mains, ils ne vous parlent pas du temps. Hein. Or, si vous regardez bien, d'abord dans votre vie personnelle, mais dans tous les, à quel point le temps est une dimension essentielle de la gestion et du changement. Donc quand est-ce qu'il faut aller vite, quand est-ce qu'il faut aller lentement, globalement il y a quand même une règle. En amont, dans les phases de réflexion, de maturation, de pédagogie, d'écoute, de concertation, d'élaboration de projet, c'est bien de prendre son temps. Et prendre son temps là, ce n'est pas perdre son temps. Parce qu'après, on a quelque chose de solide, de construit, de partagé. Et donc, c'est ce qui permet d'aller vite dans l'exécution. Et c'est très important d'aller vite dans l'exécution, parce que l'exécution, c'est souvent pénible. Hein. Il peut y avoir des travaux, il peut y avoir des phases transitoires, il peut y avoir des phases d'incertitude. Donc, aller vite dans l'exécution est essentiel, autant que... Et pour aller vite dans l'exécution, il faut souvent avoir pris un peu de temps dans les phases amont. Très important aussi, pour moi, dans le temps, c'est la chronologie. Je suis absolument frappé de voir à quel point les gens ne portent aucune attention à l'ordre dans lequel ils font les choses. Pourtant, je veux dire que si vous construisez une maison, vous ne commencez pas par le toit. Mais regardez aujourd'hui, par exemple, si on prend un exemple plus politique, et pas sur ce gouvernement-là, de manière générale, comment se construit une politique? Par les lois. Est-ce que vous n'avez jamais eu le sentiment que l'ordre dans lequel arrivaient les lois correspondait à donner un sens quelconque à ces lois et au projet? Normalement, les lois devraient être les briques qui vont permettre de construire un projet qu'on a compris et qui donne de la légitimité, de la crédibilité à ce projet. Non. La chronologie est très important aussi, le rythme. Réfléchir au rythme. Et pour moi, c'est, je pense, le truc le plus difficile, le rythme du changement. Parce que il est à la fois imposé, souvent par l'extérieur, dès qu'on est dans un monde concurrentiel, adapter les technologies, etc. Donc on ne peut pas ne pas suivre, voire anticiper. Et en même temps, il faut toujours être attentif à ce qu'il soit supporté. Qu'il soit supporté et par les gens qui le conduisent et par les gens qui vont le subir. Et donc le choix du bon rythme et la réflexion permanente sur le rythme, c'est pas se dire, ah tiens, ben, cette réflexion permanente sur le rythme est un élément important de la... Et enfin, je terminerai par peut-être le plus important, c'est l'anticipation. Bon. Et je vais vous donner juste un exemple. L'anticipation, c'est juste ne pas être attendre au pied du mur, parce que quand on est au pied du mur, dans tous les domaines, on a perdu la main. Et l'art de la conduite du changement, c'est quand même d'avoir la main et de la garder en permanence. Hein. Et donc, si vous n'anticipez pas, le temps devient un ennemi au lieu d'être un allié. Donc l'idée du temps, c'est de toujours tout faire pour que le temps soit un allié plutôt qu'un ennemi. Et il peut être l'un et l'autre, hein, on le voit bien. Et donc, si vous prenez l'anticipation, je vais vous donner un exemple, qui est la manière dont on a justement, j'en disais un mot tout à l'heure, on a conduit la mise en service, le projet Météor, la mise en service de la ligne 14 ici à Paris, donc d'une ligne sans conducteur, non seulement sans conducteur, mais ce qui est encore beaucoup plus rare dans le monde, sans personne à bord. Parce que vous avez beaucoup de lignes dans le monde qui sont des lignes automatiques sans conducteur, mais où il y a un agent de l'entreprise à bord. Auquel cas, vous perdez 80% de la flexibilité et de l'intérêt du système. Hein. Bon. Et donc, cette négociation, comment l'a-t-on menée? C'était un énorme dossier, et la première chose, c'est qu'on a commencé les négociations 3 ans à l'avance. Et au bout de 2 ans, les accords étaient signés, on a pu consacrer la dernière année au marché à blanc, à la formation, à la mise en place progressive de l'organisation, à la constitution des équipes, enfin, etc. Bon. Aucun problème, et la mise en service, aucun problème. Bon, 3 ans à l'avance, on leur a expliqué... C'est des bleus, oui, c'est des bleus, encore que quand on est dans le métier, il commençait à y avoir des lignes automatiques, petites lignes automatiques partout, à Lille, à ceci, donc à Lyon, que c'était avant. Donc les gens, ils savent bien que c'est dans le panorama. Mais ce qui était important, c'est de leur expliquer à la fois, au travers de ces négociations, qu'est-ce qu'ils allaient devenir eux, et pourquoi on le faisait, quels étaient les avantages pour les usagers et les clients, etc. Donc donner un sens global, mais ce sera mon deuxième point, et une pédagogie autour de ce projet. Mais néanmoins l'anticiper. Donc 3 ans avant. Mais il n'y a pas que ça. Les 2 règles de base, à mon avis, c'est l'anticipation et le dialogue au plus près du terrain, pour mener ces négociations. Les syndicats sont venus me voir, ils m'ont dit, vous vous rendez compte, c'est quand même un dossier d'importance nationale. Hein. Vous êtes en train de nous expliquer que notre métier va progressivement disparaître. Peut-être pas quand même, mais
C'est vrai que c'est important. Alors, nous, on voudrait négocier avec le ministre. Pas négocier avec le ministre. Bon. On va négocier avec vous. Non, non, pas avec moi. Ouais, elle commence à être un peu désespérée. Et alors, avec le directeur du métro? Non, non, pas avec le directeur du métro. Avec qui? Avec le futur patron de la ligne 14, qui lui aussi a été désigné 3 ans à l'avance. C'est lui qui va négocier. Vous le connaissez, il connaît le métier, il a ma confiance, il a votre confiance, il sait l'organisation dont il va avoir besoin, c'est lui qui va faire marcher le truc après, c'est lui qui négocie. Et voilà, c'est pas... Alors, vous dire que ça a été sans problème tout du long, non, parce que surtout, il y a des moments de tension, et un nombre, peut-être 2, 3 fois, les syndicats sont venus vers moi en disant c'est impossible de négocier avec ce gars-là, c'est à vous de négocier. Jamais, jamais changer de négociateur. Quand on change de négociateur, c'est pour monter d'un cran. Ça, on est sûr que le coût est faramineux, parce que tout ce qui a été négocié avant est considéré comme acquis, et on repart pour une nouvelle négociation. Voilà. Bon. Donc, c'est juste pour illustrer cette dimension-là de la conduite du changement. Deuxièmement, j'ai esquissé ça tout à l'heure, mais évidemment, c'est impossible de réformer si les gens ne comprennent pas le sens de la réforme. Donc il faut passer beaucoup de temps à expliquer aux gens, donner le sens et donner à la fois le pourquoi, en termes de diagnostic, en termes d'ambition, et aussi ce que eux vont devenir dans ce changement. Ma conviction, c'est que si on s'y prend comme ça, c'est pas vrai que les Français n'aiment pas le changement. D'ailleurs, on voit bien, quand il y a du changement, ils sont un peu excités, ils trouvent sinon ils trouvent que ça bouge pas, etc. Donc c'est pas que les gens n'aiment pas le changement, ils n'aiment pas le changement qu'ils comprennent pas. Voilà. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait pareil. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Donner le sens, c'est à la fois dire qui on veut être, hein, c'est-à-dire la vision, les valeurs. Par exemple, à la Poste, quand je suis arrivé, la Poste voulait se moderniser déjà, etc. Et ils avaient tendance à mettre le service public sur le côté, comme si ce n'était pas compatible avec la modernité. Hein. Et pas du tout. On a dit, attendez, non, dans le changement, on va dire qui on veut être, et on veut être un service public de proximité. Seulement, il va être contemporain, il va être moderne, mais on veut être ça. On va garder ses valeurs. Par exemple, ils avaient fait une petite erreur, c'est juste significatif, mais dans le premier projet de modernisation, quand la Poste a cessé d'être une administration de l'État, il y avait une grande tradition, qui était que les postiers prêtaient serment sur les valeurs de la Poste, la confidentialité, etc. Une des choses qui avait été faite, ils avaient supprimé ça, comme un signe d'archaïsme. Alors vous voyez bien que ce n'est pas un signe d'archaïsme, c'est un signe de modernité, c'est un signe d'engagement, de valeur, etc. Mais ils l'avaient lu comme un signe d'archaïsme parce qu'ils n'avaient pas à raccrocher complètement au vrai système de valeurs. Et voilà. Et donc, ce qu'il faut bien expliquer là, c'est que, au fond, il y a non seulement les gens aiment le changement, mais il y a une vraie nécessité. Donc, il faut faire un vrai discours autour du fait que le statu quo n'est pas une option. Tout à l'heure, on parlait d'Air France, c'est-à-dire dans le rapport que j'ai fait, ça se termine là-dessus. Hein. De toute façon, le statu quo n'est pas une option, et ne pas décider, c'est décider. Hein. Voilà, on décide pas, mais en fait, on décide. Hein. On décide qu'on ne décide pas. C'est une vraie décision, très très importante. Hein. Et donc, le statu quo n'est pas une option, et il faut... Et tout ce... C'est Brodel qui disait ça, tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Voilà, c'est une règle de la vie. Hein. Et donc, il y a besoin de changer. Et ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, c'est que souvent les gens disent oui, d'accord, il faut changer, mais tout en restant nous-mêmes. Hein. Je dis non. C'est pas qu'il faut changer tout en restant soi-même. Il faut changer pour rester soi-même. Parce que si vous ne changez pas dans un monde qui change, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire être soi-même, c'est pas être le gamin qu'on était il y a 50 ans, les uns et les autres. Être soi-même, c'est être soi-même aujourd'hui. Tel qu'on change nous, tel que le monde change, tel que l'environnement change, c'est-à-dire, et rester fidèle à soi-même, c'est rester fidèle à ce que, par exemple dans le cas de la Poste, que les Français attendent de la Poste. Hein. Si la Poste donne encore les services d'il y a 50 ans, ce n'est plus la Poste. En tout cas, ce n'est plus la Poste qu'attendent les Français. Bon. Donc ça, c'est un discours qui est, je pense, vraiment important. Et le nombre de fois où j'ai répété ça, mais vous ne pouvez pas savoir, parce que je reviendrai après là-dessus. Après,
je peux juste vous parler autour de ça, du projet, du sens, de la nécessité de construire des projets. Je vais juste vous raconter une deuxième histoire, qui est une histoire fondatrice pour moi. Je n'étais pas encore président là. On m'avait demandé de redresser et de remettre de l'ordre et de redonner de la qualité de service et de la productivité dans un énorme atelier qui s'appelait les ateliers de Championnet, qui étaient les ateliers de maintenance et d'entretien des autobus de Paris. Et c'était un atelier où il y avait à peu près 1000 personnes et il y avait du travail pour 200. Et pourquoi? Parce que dans ces ateliers, traditionnellement, grande révision. Hein, donc, après la guerre, les bus arrivaient, on les faisait rouler 12 ou 13 ans, à 12 ou 13 ans on les reconstruisait et ils roulaient encore 12 ou 13 ans. Bon, évidemment, ça a complètement disparu, maintenant un autobus il arrête et il arrive, et au bout de 10 ans on le revend. Mais bon. Donc l'activité était en train de disparaître complètement et il n'y avait aucune adaptation. Ni des méthodes, ni des machines, ni des outils, ni des effectifs, ni de l'organisation, rien. Parce que le lieu était extraordinairement syndiqué, politique et violent. Et donc, j'essayais de m'attaquer à ce sujet-là, et c'était un sujet redoutable, hein, quand même. Hein. Moi, quand je suis arrivé à Championnet, la première fois que j'ai été visiter les ateliers, qui étaient à 50 mètres du bureau, et mon prédécesseur me dit « Faites attention, j'y suis pas allé depuis 1 an. » Bon. Et j'ai compris pourquoi il n'était pas allé, hein. Franchement. Arrivé au bout d'1 minute, j'avais 300 ouvriers autour de moi, plus ou moins nerveux, plus ou moins excités, et des mecs qui étaient plus loin, qui avaient des lance-pierres, là, qui lançaient des boulons contre les poteaux, monter les escaliers recouverts de graisse de moteur, les rampes couvertes de moteur, une effigie avec moi pendue en haut, etc. Et quand c'était des endroits où il y avait des bus, les 40 ou 50 bus qui étaient là, klaxonnant, et le mec au haut-parleur, le syndicaliste au haut-parleur, disant « Voilà, M. Bailly, le fossoyeur du service public. » On est dans du sérieux, hein. Ambiance. Ah, ambiance, hein. Bon. Alors, comment on s'y prend? Comment on a réussi à... D'abord, on leur a dit 2 choses. D'abord, un vrai dialogue, en disant « Voilà, il y a des vrais problèmes, ça ne peut pas continuer comme ça. » On va faire quelque chose, on va y réfléchir ensemble. On va vous donner un projet. Donc le projet, c'est on va s'adapter et on va réduire les surfaces, parce qu'il y avait 9 hectares dans Paris. Enfin, on va réduire la surface, on va moderniser les outils, et on va faire en sorte que, et c'était ça le deuxième élément du dialogue, ça ne peut pas continuer comme ça, mais vous avez une vraie force qui est votre professionnalisme et votre métier. On va s'appuyer sur votre professionnalisme, votre métier, en essayant de trouver des activités complémentaires, ouverture, etc. Donc un vrai projet et un vrai dialogue. Et le vrai dialogue, c'était un dialogue adulte, c'est-à-dire ça ne peut pas continuer comme ça, vous avez des habitudes absolument détestables. Hein. Vous ne pouvez pas continuer à, pour la moitié d'entre vous, quitter l'atelier à midi parce qu'il n'y a rien à faire, d'accord, il n'y a rien à faire, mais vous ne pouvez pas quitter l'atelier à midi pour autant. Vous ne pouvez pas avoir des bars clandestins dans tous les ateliers, ça c'est terminé. Ça fait peut-être que c'est toléré, mais ça c'est terminé. En revanche, vous avez un vrai professionnalisme, on va discuter avec vous de votre professionnalisme et comment on peut utiliser ce professionnalisme et la fierté de votre métier et de votre savoir-faire. Voilà. Et c'est à partir de ces éléments-là de dialogue, d'écoute et de confiance qu'on a ensuite co-construit un projet et quand l'atelier, on l'a dessiné avec eux. La nouvelle chaudronnerie, la nouvelle truc, on l'a dessiné avec eux et à la fin c'était leur atelier. Et ils ont travaillé dedans, sinon avec plaisir. En tout cas, si quand j'ai quitté les ateliers c'était pas réglé, il y avait encore beaucoup de choses à faire, mais sur le fond, c'était réglé. Sur la relation entre les gens, sur la manière de travailler ensemble, sur la manière de progresser, les choses étaient réglées. Alors, j'ai juste un mot, quand même là, dire pourquoi est-ce que c'est si essentiel de donner le sens? C'est essentiel parce que, d'abord, ça oriente les décisions. Ça oriente les décisions et plus on est dans un système de mise en œuvre décentralisé, plus c'est important. Plus il y a besoin d'aligner les énergies et de donner de la cohérence quand on va faire confiance aux gens pour conduire. Et ces décisions, il oriente les décisions, je vais vous donner un autre exemple. La Poste avait dit, nous, notre vision, notre vocation, c'est d'être un leader européen dans les services de proximité, fondé sur la relation de confiance et sur l'excellence. La Poste allemande, 10 ans avant la Poste française, avait dit « Moi,
Qui je suis un logisticien mondial. Les deux se tiennent. Les deux sont très différents. Les deux ont réussi. Mais, un exemple frappant, c'est-à-dire la Poste allemande qui avait une banque l'a vendue. Parce que ce n'est pas un service de proximité. Et c'est pas un besoin, c'est pas, je veux dire, ça n'est pas cohérent avec le fait de vouloir être un logisticien mondial. La Poste, qui n'avait pas de banque, en a créé une, parce que c'est un service de proximité. Et en plus, à la Poste en particulier, il y a tous les atouts pour être un vrai service de proximité. Je disais, ça aligne les énergies, ça a deux points essentiels, je veux dire, ça permet également de garder le cap dans les phases difficiles. Par exemple, vous vous souvenez peut-être des crises qu'il y a pu y avoir il y a quelques années, 3, 4, 5 ans maintenant peut-être déjà, avec Dexia et le CIF. Dexia, vous vous souvenez, hein, c'était donc ce financeur des collectivités territoriales qui était dans une situation catastrophique, et le CIF pareil. Le CIF, c'était la banque qui s'occupait de financer l'acquisition par les plus modestes, c'est-à-dire voilà, l'acquisition de logements par les plus modestes. Et les deux étaient en difficulté, et les pouvoirs publics se sont dit, ah ben, attendez, ça tombe bien, là on a une banque publique sous on va leur demander d'intervenir et de sauver ces deux. Et nous on a regardé, et non. Pourquoi non? Non, parce que ça n'est pas conforme à nos valeurs et à nos visions. Alors, je vais vous expliquer. Nous sommes une entreprise ou une banque publique. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Entreprise, ça veut dire, ou banque, ça veut dire qu'on est très attentif à l'intérêt économique et social de ce dont on a la charge. Donc, on ne prendra pas de risque, pas de décision mettant en risque, sur le plan économique et social, notre entreprise. Donc, la réponse est non. On ne mettra pas de capital là-dedans, on ne va pas prendre de risque capitalistique. En revanche, on est public. Public, ça veut dire soucieux de l'intérêt général. Soucieux de l'intérêt général, ça veut dire qu'on va s'organiser pour prendre le relais dans les activités en question. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la Poste est devenue le deuxième financeur des collectivités territoriales, qu'elle n'était pas avant, et qu'elle est aujourd'hui un acteur important dans l'accession à la propriété des plus modestes. Mais ce qui a été formidable, c'est qu'on a un discours simple, fondé, pas compliqué, technique simple, fondé sur les valeurs, sur les engagements, sur l'ambition, et le répéter ça à tout le monde. On était le répéter partout. Sur des sujets comme ça, on est interrogé par tout le monde. On est interrogé par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, on est interrogé par le ministère des Finances, par l'inspection des finances, par la Cour des comptes, par les gens à Bruxelles, tout le monde s'y met. Non. Voilà, notre position c'est celle-là, on n'en bougera pas. Et vous ne pouvez pas nous en faire bouger parce que c'est pour ça que nous sommes là. On est là pour à la fois être des entrepreneurs et défendre l'intérêt général. Toujours dans cette partie du projet, je vais résumer là, il faut, si possible, que l'élaboration du projet, du plan, soit la plus participative possible. Je pourrais vous donner un exemple à la RATP. On a fait en 1997 une élaboration extrêmement participative où on avait fait participer non seulement tous les acteurs habituels, mais on avait été interviewé tous les maires de toutes les communes desservies par la RATP. On a fait le plan, qui était un plan très innovant d'ailleurs. C'est la première fois qu'on parlait des trajets banlieue-banlieue, qu'on parlait des tramways, etc. Il y a un peu plus de 20 ans. Et en 1997, il y a eu le changement politique. Et donc les syndicats sont venus voir en disant votre plan, il ne vaut rien, parce que c'est une nouvelle majorité. Et c'est pas sûr. Ce plan-là, il n'a pas été fait par moi, ni même par juste le comité exécutif. Il est un résultat d'un travail collectif, il a une crédibilité, une imaginité bien supérieure à la mienne. Et d'ailleurs, regardez, un tel, qu'on a été interviewé en tant que maire, ils sont ministres aujourd'hui. On va voir s'ils ont changé d'avis. Et non, on a gardé le même plan. Parce qu'on lui avait donné une légitimité et une force qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas fait de manière si participative. Et quand on ne peut pas le faire de manière participative, il ne faut pas hésiter alors à mettre le paquet sur la pédagogie. La pédagogie par le président, la pédagogie par le COMEX, la pédagogie par toute la ligne hiérarchique. Moi, sur ces périodes-là, pendant toute la période de la Poste, pendant 10 ans, tous les mois, je fais une réunion avec 500, 600, 700 cadres pour leur expliquer le plan stratégique. Leur expliquer le plan stratégique et la manière dont vit le plan stratégique. Parce que ce n'est pas juste un truc qui est dans un coin, c'est un truc qui vit parce que le monde change, etc. Comment il vit. Et comment, je disais à la fin, aux 504 qui étaient là,
là, vous n'allez pas repartir les mains dans les poches. Voilà tous les outils maintenant, c'est votre boulot d'aller faire descendre le message dans tous les ateliers et dans tous les centres de la Poste. Et donc cette pédagogie, elle est essentielle et elle doit être permanente. Enfin, et c'est très important que ça soit décliné, c'est-à-dire que chacun se sente porteur ou partie prenante d'un projet. C'est bien d'être dans la vie courante, etc., mais c'est important aussi que chacun se sente porteur d'un projet. Et dans le projet, ce qui est difficile, c'est souvent la mise en mouvement. Et moi, j'insiste toujours beaucoup sur le fait, c'est un peu lié à ce que je disais au début, sur le fait que la mise en mouvement est quelque chose d'essentiel. Et pourquoi c'est difficile? Souvent, je donnais l'exemple à mes cadres, quand j'allais leur parler comme ça, ouais, mais c'est difficile. Vous savez, prenez une fusée. À quel moment la fusée déploie le plus d'énergie? C'est quand elle ne bouge pas au décollage. Ah, évidemment, c'est désespérant. On met la gomme, rien ne se passe. Sauf qu'elle décolle. Et après, moins de poids carburant, moins de résistance de l'air, de moins en moins d'énergie pour aller de plus en plus vite. Et une entreprise, c'est pareil. Donc, il faut s'engager là-dedans. Et c'est là où je disais, par rapport à ce que je disais au tout début, c'est que dans la conduite de la réforme, ce qui est très très important, c'est la mise en mouvement de l'ensemble. Et j'avais eu un jour, j'étais très très content parce que quand même on ne les démarre pas tous ensemble les projets. Et donc j'étais sur le terrain, j'allais souvent, et discutais avec une receveuse dans un bureau de poste. Et elle me dit, ah vous alors Monsieur le Président, on peut dire vous ne nous aimez pas. Mais pourquoi je ne vous aime pas? Elle dit, vous ne nous aimez pas parce que tout le monde a un projet et nous on n'a pas de projet. Vous ne pouvez pas imaginer comme vous me faites plaisir. Hein, voilà. Donc, quand on en est arrivé là, que les gens veulent avoir un projet, et se disent pas, c'est embêtant, j'ai un projet, je suis obligé de changer, alors que les autres, ça, rien ne bouge, tout va bien pour eux, non. Les gens se disaient, ça ne va pas pour nous, parce que nous, on n'a pas de projet. On n'est pas dans la même dynamique. Voilà, j'arrive l'avant-dernier point, qui est mettre en œuvre par la responsabilité et la décentralisation. Donc, vous avez vu, le temps, le sens, le projet, etc. Ensuite, mettre en œuvre. Mettre en œuvre par la responsabilité. Là, j'ai juste évoqué deux, trois points. Premièrement, je pense que ça renvoie beaucoup à la vision qu'on a du fonctionnement d'une entreprise. On peut penser qu'une entreprise... Certains ont une vision mécaniste. Pour ne pas dire mécaniste, au fond, c'est un système horloger, hein, où il y a un grand timonier qui tourne une grande roue en haut, et ça va suffire pour que la petite roue en bas, elle tourne à la bonne vitesse dans le sens où on veut. La réponse est non, ça ne marche absolument pas comme ça. Et comment ça marche en réalité? Ça marche exactement comme un être humain, comme biologie, comme une réaction chimique. Donc la conduite, c'est pas du tout tourner la grande roue, c'est créer les conditions du succès. C'est créer les conditions de proportion, si je prends une réaction chimique, les bonnes proportions, la bonne température, dans le bon ordre, la bonne pression, etc. Et tout ça fait que la dynamique va se mettre en route. Mais quand on fait ça, on voit très bien la place importante et essentielle des hommes et des femmes et de l'environnement, et pas dans une vision mécanique. Et donc les deux choses vraiment importantes dont je voudrais parler là-dessus, c'est d'abord la réduction du nombre de niveaux. On est passé dans les deux entreprises d'ailleurs, à une organisation où il n'y avait plus que 3 niveaux. 3 niveaux vrais. Alors, il y a des niveaux intermédiaires parce que c'est des tellement grandes entreprises qu'il faut démultiplier. Mais des niveaux vrais qui sont des niveaux de gestion, où il y a les objectifs, les budgets, etc., il n'y a que 3 niveaux. Il y a le niveau central, il y a le niveau territorial et le niveau de l'établissement. Toutes les 3 entreprises pareilles. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que si vous voulez pouvoir conduire vraiment une entreprise, il faut une ligne hiérarchique resserrée, de qualité, responsable, et qui adhère à l'ensemble du projet. Et puis le deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas d'organisation. C'est-à-dire, faire organiser, c'est pas juste mettre de l'organisation, c'est aussi mettre de la vie dans le dispositif. Et donc, la philosophie de management est essentielle. Et ça, on avait une philosophie de management expérimentée d'abord à la RATP et ensuite développée à la Poste, qui s'appelait les 3 S. Ça, c'est 3 S.
S, c'est sens, soutien, suivi. Déjà, rien que quand j'ai dit ça, vous avez compris. Sens, et ça s'applique à tout le monde, depuis le président jusqu'au chef d'atelier ou au directeur de centre. Hein. Sens, soutien, suivi. Sens, on vient d'en parler. Expliquer, voilà, pourquoi, comment, le sens, les objectifs, voilà. Construire le pourquoi ce travail, où on va et pourquoi. Bon. Deuxièmement, le plus important de tout, le soutien. Le soutien, ça part de la philosophie que un chef réussit si son équipe réussit. Donc c'est créer les conditions du succès de tous ses collaborateurs. Les conditions de succès du collaborateur, c'est quoi? C'est d'abord les compétences et la formation. C'est l'efficacité de l'organisation. C'est la qualité de la logistique. C'est la qualité des outils. C'est la qualité du cadre de travail. C'est, bref, tout ce qui fait que les gens vont être dans des conditions où ils vont pouvoir bien faire leur travail. Et à partir du moment où on dit, vous avez compris pourquoi vous avez ces objectifs et où vous devez aller. Nous vous donnons les conditions pour que vous puissiez bien faire votre travail. Maintenant, je vais être exigeant sur les résultats. Seulement maintenant. Voilà. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que je pense qu'on a eu un management qui a eu tendance à dériver en exacerbant le point 1 et le point 3. C'est-à-dire le point 1, c'est-à-dire les objectifs descendants, voilà, bon, on fait que ça. Et surtout le point 3, la multiplication des reportings. Hein, le suivi, maintenant je vais être exigeant, donc je fais le suivi. Et combien de fois on a l'impression que le management se limite à fixer des objectifs et à faire du reporting, alors que la partie centrale, elle est dans l'accompagnement du soutien pour que les gens puissent bien faire leur travail. Dernier point, et je promets que c'est fini après, c'est réformer par le dialogue et la confiance. Je vais juste dire là que d'abord la confiance, c'est la clé de tout. Hein. Si on l'a, c'est facile, si on ne l'a pas, tout est difficile. Et deux choses, et puis je te promets que j'aurai terminé. Le dialogue et la confiance, d'abord, c'est deux faces d'une même médaille. Pour créer la confiance, il faut se parler. Donc le dialogue est indispensable à créer la confiance. Mais pour que la confiance, plus la confiance est là, plus le dialogue est authentique et efficace. Donc le dialogue crée la confiance et la confiance améliore la qualité du dialogue et le rend efficace. Premier point. Et deuxième point, le dialogue n'a de sens qu'avec la fermeté. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est plus politique souvent. Le dialogue, c'est pas juste parler. Le dialogue sans la fermeté, c'est quoi? Bah, je ne vais pas dire que c'est de la parlotte, mais ça ne mène pas forcément très loin. S'il n'y a pas la fermeté et la capacité de décider, le courage qui va avec. Bon. En revanche, la fermeté sans dialogue, c'est de la provocation. Hein, on ne peut pas y arriver non plus. Donc, c'est l'articulation de beaucoup de dialogues. Mais une fois qu'on a fait beaucoup de dialogues, on est au bout de la capacité de la fermeté, et d'expliquer que maintenant qu'on a dialogué, le moment est venu de la décision, et qu'en particulier, c'est pas de nous, une fois qu'on a beaucoup parlé, qu'on s'est mis d'accord avec tout le monde, ou ceux avec qui on peut se mettre d'accord, c'est pas la grève qui va faire changer. Donc il y a un élément, dans la bonne compréhension des enjeux de la conflictualité, il y a un élément essentiel. On a réussi à faire tomber la conflictualité le jour où chacun est convaincu qu'il gagnera plus par le dialogue que par le conflit. Pour être sûr de ça, il faut à la fois savoir faire beaucoup de dialogue, mais accompagner ce dialogue de la vraie fermeté, qui est de dire maintenant on a décidé, c'est comme ça. Et ça marche, à condition de vraiment aller au bout du dialogue. Et ça veut dire un point particulier, je promets que j'ai fini ce coup-là, ça veut dire, moi je pense qu'on a tort de dire on négocie, mais on garde quelque chose pour donner quand il y aura la grève. Je pense que ce n'est pas bien. Alors c'est ce que tout le monde fait. Moi, je n'ai pas fait ça, je pense que ce n'est pas bien de faire ça, parce que faire ça, c'est partir du principe que la grève est incontournable et que c'est la règle du jeu qu'il y ait une grève. C'est un peu la règle, c'est un peu ce qui est vrai dans notre pays. Mais je pense que fondamentalement, il ne faut pas hésiter à aller au bout du dialogue en disant, je vous prie, on va au bout, il n'y a pas de réserve derrière. On va essayer de trouver un maximum d'accords. Souvent, si on va vraiment au bout du dialogue, on trouve des accords importants, mais pas avec tout le monde. Mais que ceux avec qui on a trouvé un accord, qui ont pris des risques dans le monde social et syndical français, ceux qui signent les accords prennent des risques. C'est tellement plus facile de ne pas signer des accords qu'il faut tout faire pour les aider et les conforter. En particulier, ne pas céder s'il y a une grève derrière.
quand certains ont déjà signé, se sont engagés. Parce que c'est eux qui sont des aveugles. Et la fois d'après, ils ne signeront pas l'accord. Et on donne raison à ceux qui vont faire la grève. Voilà. Donc, je pourrais encore parler des heures et des heures, comme tu vois, mais je vais répondre aux questions. Voilà. Dans tes activités à la RATP et à la Poste, tu avais, si j'ai bien compris, 3 partenaires principaux, les pouvoirs publics, les élus et les syndicats. Comment as-tu réussi à résister aux pressions, quand elles n'étaient pas justifiées, des uns et des autres? Je vais commencer par l'État. L'État, il faut être capable de construire avec lui un vrai plan stratégique. C'est-à-dire un ensemble cohérent d'ambitions et de projets qui engage l'État et l'entreprise, et dont les deux soient partie prenante. C'est ce qu'on avait fait en particulier à la Poste. À la Poste, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire évoluer du fait de la Poste, mais qu'il y avait beaucoup de choses à faire évoluer aussi du fait de l'État. Bon. Et donc on a commencé une discussion, assez rapide d'ailleurs, avec l'État en disant on va essayer de mettre 2 colonnes, ce que nous on doit faire, ce que vous devez faire. Avec un objectif commun, qui est que quand vous aurez fait tout ce que vous devez faire, et que nous on aura fait tout ce qu'on devra faire, la Poste sera compétitive. Mais si la Poste ne fait rien, elle ne sera jamais compétitive. Vous ne faites rien, elle ne sera jamais compétitive non plus. Donc on a construit un plan, qui s'appelait d'ailleurs, qui portait assez bien son nom, qui s'appelait Performance et Convergence. Performance, c'était le rôle, c'était ce que devait faire la Poste, et Convergence, c'était ce que devait faire l'État pour mettre la Poste à armes égales avec ses concurrents. Et Dieu sait s'il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire sur la fiscalité, il y avait des choses à faire sur le financement des retraites des fonctionnaires, il y avait des choses à faire sur le financement des missions de service public, il y avait des choses à faire sur le feu vert pour créer une banque postale, etc. Donc tout ça, l'État avait dit, moi je m'engage à ça, mais à condition que vous... Et donc pendant 5 ans, on a checké que nous on avançait, que l'État avançait, tac, 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 et à la fin... Et quand on a fait comme ça, moi j'ai... Alors, je ne sais pas si c'est une exception ou si... Mais j'ai eu très très peu de situations potentiellement très conflictuelles avec l'État. 2-3 fois sur des choses. Et en plus, sur les quelques fois où, 1 ou 2 fois, c'était des sujets, par exemple, les augmentations tarifaires, c'est toujours des sujets un peu difficiles. Mais bon, mais sur le fond, le fait d'avoir établi une espèce de règle du jeu et de plan stratégique commun avec l'État, je pense que... D'ailleurs, on parlait d'Air France tout à l'heure aussi, parce que dans mon rapport sur Air France, c'est ce que j'ai recommandé. Essayer de faire un plan stratégique commun, et une fois que c'est fait, pour peu que chacun remplisse son rôle, il n'y a pas besoin d'avoir des discussions et des conflits permanents, juste à constater que chacun est conforme à sa feuille de route. Sur les élus locaux, essentiellement les élus locaux. Les élus locaux, alors c'est vrai qu'à la Poste, la situation était absolument dramatique. Hein. Moi, quand je suis arrivé, un président, ou même un directeur local, ne pouvait pas aller à un congrès des maires. Je ne vous parle pas du congrès des maires ruraux. Voilà. C'est impossible. On faisait huer, moi je suis allé 1 ou 2 fois. Bon. Et donc, j'ai dit, c'est pas possible que la situation dure comme ça. D'autant plus que, quand même, assez naturellement, les élus locaux et la Poste, ça devraient être des alliés, pas des ennemis. Bon. Et donc, ça ne peut pas durer comme ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et là, en fait, c'était le pari de la confiance. On n'y arrivait jamais. Les élus me disaient, parce que c'est toujours le même sujet, le bureau de poste, il n'y a personne dedans, on s'est dit on va le fermer. Voilà. Bon. Alors d'abord, on ne les fermait pas. On fermait le bureau de poste, mais l'activité était reprise, soit au sein d'une mairie, soit chez des commerçants. Souvent mieux d'ailleurs, parce que les heures d'ouverture étaient plus importantes. Bon, enfin bref, c'était difficile et on avait des relations très, très difficiles avec les élus. Et donc, les élus me disaient, mais il n'y a pas de dialogue, pas de concertation. Et quand je discutais avec les cadres locaux qui étaient supposés faire ce dialogue, ils disaient, mais attendez, on discute en permanence. Il y a quand même un sujet. Et les deux disent vrai. C'est que les gens ne mettent pas la même chose derrière le mot dialogue.
pour les postiers, le dialogue, ça a longtemps été, j'ai bien réfléchi, j'ai un bon projet, intelligent, etc. Je vais aller voir monsieur le maire, je vais expliquer que mon projet est bon, que c'est ça qu'il faut faire. Discute sur mon projet. Le maire, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il appelle le dialogue. Il appelle que quelqu'un vienne lui voir, dire monsieur le maire, j'ai ça et ça et ça comme problème, j'aimerais bien réfléchir avec vous comment on peut faire. Mais vous, qu'est-ce que vous avez comme problème? Le maire dit, moi j'ai ça comme problème. J'ai mes élections qui arrivent, j'ai le maire d'en face que j'aime pas, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai ce conseiller municipal qui ne veut pas, ce commerçant. Bon, voilà, c'est ça le maire. Hein, c'est pas... Bon. Eh bien, le dialogue, c'est qu'on va réfléchir ensemble, on va construire ensemble la décision. Et c'est ce qu'on a fait. Et comment on a vraiment fait basculer tous les maires, c'est qu'un jour, dit les décisions de transformation des bureaux de poste, au lieu qu'elles soient du ressort de la poste, là, on va redonner la main aux élus. On va dire, monsieur le maire, si vous ne voulez pas, ça ne se fera pas. Alors tous les cadres de la poste vont dire, ah, monsieur le président, là, vous avez signé le moratoire, la fin du système, puisqu'ils ne veulent pas. Si vous leur dites, si vous ne voulez pas, allez les revoir, en leur disant, c'est ça la règle du jeu. Et les élus qui ne voulaient pas écouter, parce qu'ils disaient qu'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'ils ne voulaient pas écouter. Et pourquoi ils ne voulaient pas écouter? Parce qu'ils savaient qu'à la fin, on leur imposerait la solution. Les élus qui ne voulaient pas écouter se sont mis à écouter. Ils se sont mis à écouter, ça a duré 1 an, 18 mois, et au bout de 18 mois, il n'y a jamais eu autant de transformation que ça a été le cas précédent. Ça montre la force incroyable du dialogue en confiance. Et le but de tout, c'est d'établir un dialogue en confiance. Une fois que vous avez ça, vous n'imaginez pas la force que peut avoir un dialogue en confiance. Voilà, ça c'est la réponse pour les élus. Et pour les syndicats, je pense que pour les syndicats, il y a beaucoup dans l'écoute quand même. Hein, dans l'écoute. Je vais vous donner l'exemple. Je préfère répondre par des exemples finalement, c'est plus que par des grandes théories. Donner l'exemple de l'alarme sociale. Bon, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'alarme sociale, c'est le dispositif qu'on a inventé à la RATP, qui ensuite a été généralisé dans la loi sur la continuité du service public, qui a pour objectif de réduire la conflictualité et d'anticiper les difficultés. Comment ça s'est passé? D'abord, ça c'est une leçon annexe, mais c'est sorti d'une crise, la crise de 95, dans laquelle il n'y a pas eu de métro pendant 20 jours. Bon, pas de métro, pas de bus, rien, 20 jours. Et comme toujours, la crise, c'est une occasion de rebondir. Hein. Les Chinois, pour eux, la crise, c'est la juxtaposition de 2 idéogrammes, un qui veut dire danger, un autre qui veut dire opportunité. C'est comme ça qu'ils traduisent crise. Bon. Et donc, à la sortie de cette crise, avec les syndicats, on a eu toujours des relations plutôt confiantes, et on s'est regardé, et on s'est dit, écoutez, plus jamais ça. Donc on avait un seul objectif commun, qui était plus jamais ça, évidemment. Et on s'est mis autour de la table, discuter, et pourquoi je dis ça, c'est que, au fond, l'alarme sociale, elle est née de l'écoute. C'est un syndicat, un syndicaliste plutôt, qui a dit, et pourquoi on n'essaierait pas de faire ça? C'était assez différent de ce qui est devenu l'alarme sociale, mais c'était la graine qui a permis d'amorcer la discussion et de construire avec eux. Donc je pense que si là aussi on arrive à être dans une relation où de manière générale, enfin, bon, je sais pas, chacun est à sa manière, mais de manière générale, comment est-ce qu'il faut négocier? La réponse c'est il ne faut pas parler, il faut écouter. C'est ça la réponse. Dans la négociation, vous avez des gens qui parlent beaucoup. Dans les négociateurs de patron, ils parlent beaucoup. Je pense qu'ils parlent en partie pour ne pas entendre la parole de l'autre qui est souvent désagréable. Elle est désagréable, mais il y a souvent la réponse à l'intérieur. Voilà, pour les trois acteurs en question. Je vous fais changer un petit peu, si vous voulez bien, pas de problème, d'horizon. On a des présidentielles dans quelques temps. Je m'attendais à cette question quand même, pour tout vous dire. Et un certain nombre de gens se demandent comment on peut réformer la France, faire avancer un certain nombre de réformes. Donc je vous propose éventuellement un exemple. Vous êtes nommé ministre de l'Éducation nationale, comment vous faites? Dieu m'en garde. Mais vous êtes tout à fait libre de prendre un autre exemple qui vous parle plus dans l'actualité récente ou dans les grands sujets à traiter.
Moi président. Moi président, voilà. Moi ministre, moi ministre. Non, moi président, c'est pris, là, quand même. Je pense que l'idée... Poser une question connexe aussi, c'est la même, oui, sur le même sujet à peu près. C'est moi le monsieur qui travaille à Air France. Et le parallèle entre Air France et la France, au niveau de la difficulté à réformer, me paraît évident. Alors, moi, je vais vous poser une question. Pourquoi voudriez-vous que des gens acceptent de sacrifier leurs acquis sociaux quand ils voient l'optimisation fiscale, l'exil fiscal, l'enrichissement d'une élite internationale, on va dire, tout ce qui fait un déséquilibre entre deux milieux, oui c'est ça, deux milieux au niveau d'une structure, ça peut être la France, ça peut être un autre pays, mais enfin c'est un problème mondial maintenant, je pense. Donc, moi, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec ça. J'en ai une troisième sur le même thème, peut-être un tout petit peu plus anecdotique si vous le permettez. J'observe que votre dernier opus est préfacé par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un soutien de Macron à Jean-Paul Bailly ou est-ce que c'est un soutien de Jean-Paul Bailly à Emmanuel Macron? Bonne question. Ok. D'abord sur la réforme du pays et de l'État. Je ne vais pas répondre en supposant tel ou tel, parce que je ne saurais pas faire ça. Mais je pense que on ne prend pas les choses dans le bon ordre en particulier, et qu'il n'y a pas assez d'efforts de réflexion, de présentation, de débat, d'approfondissement sur le projet pour le pays. Et que même si en réalité, quand on regarde les programmes, il y a quelque chose sur le projet, malheureusement, ce point n'est absolument pas débattu. La seule chose qui est débattue, sous la pression des médias, c'est non pas un projet, mais un catalogue de mesures. Et je pense que cette manière de conduire les campagnes présidentielles, en s'appuyant sur un catalogue de mesures, souvent excessivement précises, est le début de la défiance à venir. Bon, pourquoi? Parce que dans aucune entreprise, on dirait, voilà les 50 mesures que je vais prendre dans les 5 ans qui viennent. On donnerait des objectifs, on dirait des choses, on parlerait un peu de la méthode, mais on ne dirait jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on est à peu près sûr que ces mesures, on ne va pas pouvoir les tenir telles que. Ça n'a aucun sens de prendre des décisions à l'avance. Les décisions, ça se prend quand elles doivent se prendre. Ce que je disais dans le temps. Prendre des décisions à l'avance qui ensuite sont des carcans par rapport à des choses qu'on ne va pas pouvoir faire parce que l'environnement a changé, parce que la croissance économique n'est pas là, parce que la priorité est passée à la sécurité plutôt qu'à l'économie, parce qu'il y a des milliers de choses qui font qu'on ne va pas pouvoir mettre en œuvre les mesures. Et dès qu'on ne les met pas en œuvre, soit on les met en œuvre à contre-temps d'une certaine manière, ou à contre-sens, soit on ne les met pas en œuvre. Dans les deux cas, on réalimente une polémique qui détruit la confiance et installe la défiance. Et donc, je pense que la première chose à faire pour bien conduire, pour bien créer les conditions de conduire le changement, c'est justement de ne pas tomber dans ce catalogue de mesures. C'est pas facile, parce que les médias en permanence vous disent « Mais alors, monsieur le candidat, là, quelles sont vos mesures concrètes? Alors c'est 500 000, c'est 200 000, c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment ?» À mon avis, surtout pas. Sur cette partie, par exemple, de la fonction publique, je pense qu'on peut expliquer plein de choses. On peut expliquer plein de choses, que ce qui est essentiel, c'est la qualité du service, c'est l'accessibilité à tous, c'est la simplification, c'est la bonne utilisation et la bonne efficacité de l'argent public. Que dans ce contexte-là, il y a aussi besoin, du fait de l'endettement, de réduire un peu les dépenses publiques. Et donc on va tous travailler dans cette direction-là. Et que bien sûr, ça va se traduire par une réduction de la dépense publique et une évolution des modes d'organisation. Et que dans ce contexte-là, ça fera bouger aussi le nombre ou le taux de fonctionnaires. Mais
je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, c'est presque prendre le problème à l'envers, parce qu'on voit bien comment ça fonctionne. Dès qu'on donne une mesure concrète, on vous pousse à donner une mesure concrète. D'accord. Et dès qu'on prend la mesure concrète, elle se retourne contre vous. Bon. Ah, voilà. Donc je pense que y a une grosse partie qui se joue dans l'amont, c'est-à-dire de la manière dont on dit quelle est son ambition. Et je pense que les Français, ils n'ont pas besoin d'un catalogue de mesures, ils ont besoin d'une vision, d'une ambition, d'un calendrier et d'une méthode. Parce que précisément, je veux dire, ces séries de mesures, là, 50, 100, 200, 1000 pages, etc., c'est préparé par des technocrates. Bon, quelle est la légitimité? On va dire, la légitimité, c'est la légitimité du président qui a été élu. Mais c'est pas vrai. Quand vous votez pour un tel, vous ne votez pas pour la mise en place effective des 50, 100 ou 200 mesures qu'il a mises dans son programme. C'est pas vrai. La légitimité, c'est quelque chose qui se reconstruit au fur et à mesure, quant au moment où on va construire les décisions. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que les candidats devraient être plus attentifs aux enjeux de la confiance. Ils sont naturellement attentifs aux enjeux de la popularité, mais la popularité et la confiance, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne veux pas dire que c'est presque antinomique, mais dire la popularité, quand même, ça va du côté de la démagogie. La confiance, ça va du côté des décisions difficiles à prendre pour vraiment créer la dynamique de transformation et de modernisation du pays. Donc la confiance, c'est pas une somme, ça ne se crée pas par la démagogie. Ça se crée par le dialogue, l'écoute et la qualité de la décision. Et le respect des engagements. Voilà. Après, je ne sais pas trop quoi vous dire. Hein. Je ne suis pas... Mais... Ah, j'ai oublié la question sur Macron. Ah oui, il y avait une question sur Macron. Et puis sur l'élite aussi. Non, j'ai répondu qu'à la première question, en fait. Pardon. Non, Emmanuel Macron, moi je le connais un peu parce que quand j'ai quitté je connaissais déjà quand j'étais à la Poste, on a déjà travaillé ensemble, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Hein. Et là, on a le plus travaillé ensemble, c'est quand j'ai quitté la Poste, on m'a demandé de faire le rapport sur le travail le dimanche. Et donc le travail le dimanche, mon interlocuteur à l'Élysée, c'était Emmanuel Macron. Donc on a pas mal travaillé, réfléchi, pensé ensemble à ce sujet-là. Et je dois reconnaître que j'ai beaucoup apprécié la qualité, la personnalité, l'intelligence, le sens de l'écoute. Voilà, quelqu'un qui a, à mon avis, beaucoup de qualité. Donc quand j'ai pensé à faire ce bouquin, je me suis dit, je vais essayer de réfléchir à une préface, et donc je lui ai demandé s'il était d'accord. À l'époque, d'ailleurs, si vous regardez le bouquin, qui est déjà un collector de ce point de vue-là, c'est signé Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Hein, et donc il a accepté, il a fait, voilà. Et voilà, moi je suis quand même assez proche de lui, quoi. Je trouve qu'il a une vision du monde qui est assez voilà, très contemporaine, qui n'est pas trop ancrée dans les organisations, les clivages du passé, et au fond quand même l'idée qu'à la fois il faut, pour ceux qui peuvent, ceux qui en ont la capacité, libérer au maximum la France, les énergies, la créativité, l'initiative, le développement des entreprises, etc. Et que dans ce contexte-là, il y en a quand même quelques-uns qui ne peuvent pas aller dans cette direction-là. Il faut en même temps qu'on fait ça, trouver la manière de protéger ceux qui seront moins dans cette dynamique-là. Je trouve que c'est une vision assez juste et assez équilibrée. Donc voilà. La question, je suis très sensible à ce sujet de la responsabilité des élites dans le climat de confiance et la cohésion sociale d'un pays. Et en particulier, je trouve que, en particulier ce sujet des rémunérations, je pense que certains hauts dirigeants ne mesurent pas l'impact que peut avoir certaines polémiques autour de rémunération, de choses de ce type-là, sur la cohésion du pays et sur les risques que ça fait courir en perte de cohésion de notre pays. C'est un phénomène mondial. Oui, soit, certes, mais ça n'empêche. En tout cas, pour le moment, c'est un phénomène mondial, oui. Mais ce qu'il est... Ça la difficulté. Ah oui. Mais voilà, je trouve que
je comprends qu'il y ait un certain nombre de gens qui trouvent ça inadmissible. En passant de la politique à la cuisine interne des organisations, quelle est votre perception dans votre livre, il y a pas mal de choses sur la difficulté de la transversalité complexe, quelquefois, avec le fait qu'il faut revenir aux opérationnels et laisser et diminuer éventuellement les fonctionnels, les organisations, diminuer les strates de management, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a des courants genre entreprises libérées qui poussent plus loin le concept en disant supprimons le management, etc. Quelle est votre opinion sur ce point d'équilibre à trouver dans les organisations, enfin d'après votre expérience, entre ce qui doit être gardé comme traditionnel, rigide, etc., et ce qui doit être laissé en liberté? Par exemple, si votre exemple de la ligne 14, où au fond vous déléguez à une espèce de business unit, le responsable de la ligne 14, le fait de négocier, de mettre en œuvre, de tout faire, au fond c'est aussi dans ces climats-là. Et donc, est-ce que vous avez une philosophie particulière une détection des grandes tendances en ce qui concerne justement les nouveaux modes d'organisation? Je crois beaucoup aux équilibres. Ouais. Donc, je pense que et les équilibres, ils se jouent à coups de balancier. Hein. Donc, on va avoir un coup de balancier dans un sens, un coup de balancier dans l'autre. Je pense qu'il faut rester à cet équilibre qui veut que de manière qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient la responsabilité de donner le sens, de donner la vision, de donner l'ambition, etc. Et que ça c'est incontournable et que ça fait partie c'est l'essentiel du métier des dirigeants, quel qu'il soit, quel que soit le domaine auquel on s'adresse. Et que ensuite c'est dans la pédagogie autour de ce projet et la capacité de la mettre en œuvre en faisant en sorte que les gens qui sont sur le terrain et qui auront à faire vivre ce système soient des acteurs et des parties prenantes de cette transformation, qu'on atteint qu'on a, je pense, le meilleur équilibre. Mais si on reprend l'exemple de Météor, déléguer, c'est une chose, mais il faut savoir déléguer. Déléguer, c'est pas juste dire, tiens, tu t'en occupes. Hein, c'est pas... Si je prends cet exemple-là, c'est lui qui négociait, mais au moins tous les 15 jours, d'abord il savait, on avait discuté ensemble, où on allait, ce qu'on pouvait faire et ne pas faire, surtout. Hein. Et au moins tous les 15 jours, on faisait un point régulier sur la manière dont ça se passait et sur la manière dont il pouvait faire évoluer son mandat. C'est lui qui avait le mandat. Mais le mandat, quand il disait là je vais de faire un truc comme ça, il dit, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Si je vous donne une limite, par exemple, on a fait beaucoup de choses. En fait, on y arrivait en donnant aux conducteurs des perspectives nouvelles de déroulement de carrière. Hein, parce que dans une ligne automatique, vous avez des métiers avec un niveau de complexité, etc., qui est plus important. Donc on peut créer une dynamique vers le haut de déroulement de carrière pour un certain nombre d'entre eux. On y est arrivé comme ça. Donc sur ce point-là, on a été assez allant. Hein, d'autant plus que quand on regarde, ça ne coûte pas très cher. En revanche, sur des sujets qui étaient un sujet majeur. La grande bataille, c'était d'accord, pas de conducteur, mais on veut quand même qu'il y ait quelqu'un à bord du train. Qui ça ne lâcherait jamais ce point-là. Jamais. C'était quoi la justification d'avoir quelqu'un dans le train? La sécurité. C'est d'abord que ça fait de l'emploi. Non. C'est la sécurité. C'est la sécurité. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose à bord du train, il faut qu'il y ait quelqu'un. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, il faut bien regarder dans le monde, mais dans les lignes comme ça, automatiques à très fort débit, parce que vous avez des lignes automatiques, les lignes d'aéroport, etc. Bon. Mais les lignes fort débit, vous avez la ligne 14, vous avez, entre la ligne 14 et la ligne 1, maintenant, vous devez avoir pas loin d'1 million de passagers par jour. Ouais, donc c'est des très très forts débits. Hein. Si vous prenez comme règle qu'un train ne peut partir que s'il y a quelqu'un à bord, vous perdez 90% de l'intérêt de l'automatisation, à la fois en termes de coût, mais pas en termes de coût, surtout en termes de flexibilité et en termes de coût marginal. Pourquoi il y a un train toutes les 90 secondes? Parce que ça ne coûte rien. Ça coûte l'énergie, un peu l'usure du train.
Et pourquoi on peut du coup s'adapter en permanence, hein, je veux dire, vous avez une ligne qui est en panne, vous pouvez doubler la capacité de la ligne 1 d'une minute à l'autre. Vous avez un spectacle qui va se terminer tard et puis il se termine une demi-heure plus tard que prévu. Pas de problème. Vous mettez le service, vous organisez le service à la minute près. Vous appuyez sur un bouton pour faire sortir les trains. C'est comme un jeu. Voilà. Donc vous avez une flexibilité, une capacité d'adaptation et donc une qualité de service et une possibilité d'offre qui est sans commune mesure. Simplement, tout ça pour illustrer que dans une négociation, il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas partir, souvent il y a une erreur qui est faite, les gens partent avec des scénarios dans les négociations. Et ils se disent, bon, on va voir ce qu'ils disent, mais s'ils disent ça, on fait ça, s'ils disent ça, on fait ça, s'ils disent ça, on fait ça. Et du coup, pendant que la négociation se déroule, les gens se disent, est-ce que je suis dans le scénario 1 ou dans le scénario 2 ou dans le scénario 3 ? Je pense que c'est pas bien. Ça bloque la capacité d'écoute et de réflexion. Il vaut mieux se dire, moi en tout cas c'est ce que je faisais. Quand j'arrivais en négociation, je faisais une page blanche, et en haut j'avais 2-3 choses qui étaient là où je voulais aller et là où je voulais pas aller. Et c'est tout. Et voilà. Et donc après, on laisse faire. D'abord, je voulais vous féliciter, vous dire que non seulement je suis très heureux de vous voir aujourd'hui, mais bravo pour ce que vous avez fait. Merci. À la RATP et à la Poste. Moi, j'ai passé toute ma vie chez Danone, donc c'est un discours qui m'est assez familier. Ça, je veux bien croire. Voilà, j'imagine. J'avais 2 questions tout de même. On se retrouve tout de même dans des situations où on n'a pas ou peu de solutions pour les gens en trop. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là ? Deuxièmement, et puisque quelque part, il y a le sens, il y a aussi rassurer les gens, enfin, ou trouver quelque chose sur qu'est-ce que je vais devenir. Je pense que ça me paraît important. La deuxième question, et il y en a 27, hein, mais la deuxième question, c'est, vous avez fait un boulot formidable à la Poste, que j'ai vécu aussi dans une petite commune, via un maire, etc. etc. Aujourd'hui, la Poste a tout de même des difficultés. Le système, entre guillemets, recraque un peu. Comment vous l'analysez, en dehors du fait que le chef charismatique a disparu, quoi ? Est-ce que c'est un problème de philosophie à adapter ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment assurer la pérennité de votre contemporisation ? Les gens en trop. En fait, le problème s'est posé, mais il y avait des facteurs favorables, qui étaient d'ailleurs d'abord le turnover. À la Poste, il y avait pas loin de 300 000 personnes, donc vous aviez entre 12 et 14 000 départs par an, naturels. Donc ça vous donne quand même de la capacité d'adaptation. Surtout que devant 12... En fait, pourquoi il y a eu toujours un bon équilibre économique à la Poste, c'est que face aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la diminution des activités, de l'activité principale du courrier, d'abord le relais des autres activités, mais aussi un effort de productivité et de compétitivité permanent. C'est-à-dire que s'il y avait 12 000 départs, 2 fonctionnaires, on va remplacer en moyenne par 5 ou 6 000 salariés de droit privé. Donc ça faisait 2 facteurs qui étaient des facteurs très significatifs de réduction des coûts. Vous êtes passé en droit privé. Ah oui, on est passé en droit privé. Oui, bien sûr. Passé en droit privé. Et donc ça faisait des facteurs très significatifs de réduction des coûts. Et donc, l'un dans l'autre, on arrivait à peu près à... Ceci dit, ça c'est l'équilibre global. Localement, c'est souvent plus compliqué. Hein, vous avez un centre de tri qu'il faut fermer. Comment on fait ? On avait fait très attentif à la fois à la méthode de conduite du changement, c'est-à-dire expliquer localement, avec anticipation,
pourquoi on fallait les choses, comment ça allait se passer et comment les gens allaient être traités, les rassurer. Et les gens allaient être traités en disant, ben voilà, d'abord écoutez les gens, un par un, collectivement, mais un par un. Hein. Et quand on écoute les gens un par un, on découvre que ça ouvre beaucoup de portes. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire plein de choses nouvelles. On découvre qu'un tel qui était quelqu'un qui était anonyme dans un centre de tri est en fait un passionné d'informatique. Et que, voilà, donc finalement, si on regarde toutes les portes qui peuvent s'ouvrir, on peut essayer de les faire jouer. Donc en jouant à la fois sur les gens qui restaient, parce qu'il restait une activité locale, les gens qui restaient dans le même métier, mais qui allaient, on avait pris une règle de mobilité de 30 km, qui était dans les 30 km à la ronde, les gens qui acceptaient de changer de métier, les gens qui pouvaient, donc on pouvait accélérer le départ à la retraite, les gens dont on pouvait favoriser la création d'entreprises, enfin voilà, les gens dont on pouvait favoriser le passage dans la fonction publique, hein, territoriale en particulier, parce que vous prenez le patron d'un petit bureau de poste, il fait très très bien sa place dans la fonction publique territoriale, par exemple. Oui, oui, et puis il sait faire plein de choses. Il sait accueillir du public, il sait se servir de l'ordinateur, il sait gérer une caisse, il sait faire plein de choses. Ce sont des métiers de trucs de base, quoi. Ils sont des vraies compétences très utiles dans la fonction publique territoriale en particulier. Donc on a joué sur tous ces tableaux-là. Et on peut dire l'un dans l'autre, hein, il y a toujours des exceptions, mais que sur une période de 18 mois, 2 ans, on avait réglé à peu près les problèmes de tout le personnel qui était concerné par un changement donné, en gros. Trop géré, que vais-je devenir? Difficulté à la Poste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la conduite de transformation à la Poste, c'est un combat permanent. Hein, c'est-à-dire, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la perte de chiffre d'affaires ne fait que croître et embellir. Moi, quand je suis arrivé à la Poste, le courrier décroissait de 1 ou 2% par an. Quand je suis parti, il peut décroître de 5 à 7, et je pense qu'aujourd'hui, il décroît peut-être encore plus vite que ça. Hein. Donc ça crée une pression économique, donc une pression sociale, etc., absolument considérable. On peut en régler une partie par l'augmentation de tarifs, mais enfin, ça a quand même ses limites. Et donc, le travail qui a été fait doit continuer, et c'est peut-être de plus en plus difficile, hein, parce que voilà, et donc il y a à la fois la conduite du changement sur les activités existantes, et puis il y a à mon avis le très très grand enjeu de trouver encore une nouvelle activité relais. Hein. On peut dire que au fond l'histoire ça a quand même été de trouver des activités relais significatives. D'abord la création de la banque, puis le développement de l'express, du colis et de l'express. C'est deux activités très importantes. Hein. C'est-à-dire, l'une et l'autre font à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires. Et à elles deux, elles font la totalité du résultat. Hein. Le courrier ne fait plus de résultat quand il n'est pas négatif. Donc le développement de ces branches, l'activité qui se porte pas mal, qui est moins importante, mais qui se porte pas mal, qui est donc l'opérateur virtuel de téléphonie mobile, quand même pas loin de 2 millions d'abonnés, donc marche pas mal, et ça donne une activité dans les bureaux de poste, et ça a permis de couvrir une partie des frais fixes des bureaux de poste, donc c'est plutôt bienvenu. Bon, alors après, il y a plein de pistes, hein, mais elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Mais elles s'appuient quand même presque toutes, soit sur la capacité logistique de la Poste, qui est quand même un logisticien de première grandeur. Hein, perdez jamais de vue que la Poste, si on prend que la partie courrier, mais si on rajoute le colis, c'est évidemment bien pire, mais c'est quand même un système qui, tous les jours, collecte en 500 000 points et distribue le lendemain en 25 millions de points. Tous les jours. Bon. Donc il y a une capacité logistique extraordinaire. Donc s'appuyer sur cette capacité logistique, quand on voit tout ce qui se développe en logistique, notamment toute la logistique urbaine, le dernier kilomètre, les livraisons, etc. Donc je pense qu'il y a un champ autour de la logistique, qui est évidemment un champ très important. Puis le deuxième champ, c'est autour de la relation de confiance. Hein. C'est que le métier des facteurs, ça ne va plus être de distribuer le courrier, ça va être de cultiver cette relation de confiance avec les Français.
Et donc tout ce qui se passe autour de la silver economy, etc. Tout ça c'est très bien, mais c'est long, c'est difficile, voilà. Mais je pense que le cœur de la réponse, c'est que comme le problème continue, c'est de plus en plus difficile, et ça me paraît assez vital de trouver un vrai relais de croissance qui vienne assez rapidement quand même, hein, parce que c'est à la fois un concurrent et le premier client. Hein. C'est le premier client, Amazon. De très loin le premier client. Voilà, on est dans ce monde-là, hein, où on est en coopétition en permanence avec tout le monde. Je vais vous raconter une histoire, il y a très très longtemps. J'étais, je ne sais pas pourquoi, du temps de la RATP, j'étais à Lyon. Et je discutais avec un syndicaliste. Et à Lyon, c'est une gestion privée, hein, délégation de services publics, etc. Et on parlait de la privatisation. Il me dit, vous savez, privatisation, finalement, ça ne change rien. Hein. Nous, on a une situation de monopole, dire, il y a des appels d'offres, ça change d'opérateur, ça change la vie pour qui? Pour le directeur financier et le directeur général. Pour les autres, ça ne change rien. Merci pour votre témoignage, c'est extrêmement intéressant. Il se trouve que je travaille dans l'opérateur qui est à Lyon, à Lille et ailleurs. C'est qui celui-là? C'est Keolis? C'est Keolis, oui. Comment vous avez géré ou comment vous géreriez aujourd'hui ce qu'on appelle l'émergence du fait religieux dans l'entreprise? Sachant que là, on a des interlocuteurs avec qui, dans certains cas, on a un système de valeurs qui est irréductible. C'est très compliqué. Moi, je vais vous dire, je pense que la règle, c'est que, d'abord, la ligne jaune ou rouge, c'est ce qui altère le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, si vous avez des systèmes d'absence, des systèmes de non-respect des autres, des systèmes de ne pas vouloir communiquer, qui altèrent le bon fonctionnement de l'entreprise, ils ne sont pas supportables. Quelle que soit la cause d'ailleurs. Parce que vous avez des gens qui sont insupportables avec des collègues, sur des bases, ça peut être d'inspiration de faits religieux, mais ça peut être sur d'autres choses. Donc tout ce qui empêche la cohésion et le bon fonctionnement de l'entreprise, il faut être, quelle que soit la cause, religieuse ou pas, il ne faut pas les accepter. Et deuxièmement, je pense que sur beaucoup de sujets, on peut laisser un peu de flexibilité, c'est-à-dire la place à l'intelligence et au fait que les gens peuvent être intelligents ensemble. Bon, par exemple, je me souviens à la RATP, sur les fêtes de Noël, ceux qui étaient de confession juive ou musulmane prenaient plus facilement le fait de rouler le soir de Noël pour que leurs collègues chrétiens aient ce jour-là, à titre de revanche quand il s'agissait des fêtes musulmanes ou des fêtes juives. Bon, et ça, les mecs, ils comprennent ça. Quoi? Ça gêne personne. Et donc voilà, pourquoi pas. Voilà, donc moi je suis pour à la fois faire en sorte que les communautés qui dans l'ensemble essayent plutôt de bien s'entendre et de travailler ensemble, s'entendent bien et travaillent ensemble et trouvent des solutions intelligentes ensemble. Et puis avoir une ligne rouge qui est, au fond, les gens me disent je voudrais tel congé parce que c'est telle fête. C'est pas le fait que ça fête, c'est pas ça le sujet. Hein. C'est-à-dire, par contre, si ça ne gêne pas le service, on vous le donne. Pas si simple que ça, hein, mais voilà, je trouve que... La gestion de la provocation. De la provocation. Ben, la gestion de la provocation, je pense que la règle générale, c'est de ne pas y répondre. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être lâche, mais je pense que la provocation est faite pour qu'on y réponde. Vous ne décevez jamais autant un provocateur qu'en n'y répondant pas. Bien sûr, c'est votre part. Voilà. Merci.